Place à la prochaine table ronde. Quel métier d'avenir pour les Européens? Effectivement, on l'a compris, le monde est en constante évolution, à notre époque à une vitesse grandissante. Et donc on s'interroge, que faire effectivement à l'avenir? Que faire pour ne pas se laisser dépasser? C'est une table ronde qui est animée donc par Antoine de Leudeville, qui est consultant en stratégie d'entreprise au service de sociétés industrielles et technologiques et de fonds d'investissement. Vous le comprenez, il est vraiment immergé dans ce monde de l'entreprise et donc parfaitement apte à répondre à cette question. Merci d'être avec nous. Bien, vous l'avez compris, hein, l'actualité nous fait en permanence la chronique des évolutions qui s'accélèrent d'ailleurs du monde du travail. Certains se réjouissent de ces évolutions, certains les déplorent. Des métiers disparaissent, des métiers apparaissent. En tout état de cause, de nombreux métiers se transforment. Et donc, vous comprenez, les questions sur lesquelles nous allons demander à nos invités de s'exprimer tournent autour de ce sujet des métiers de l'avenir. Dans quel secteur se joueront la puissance et l'indépendance de l'Europe? Dans quel savoir-faire, compétences, actifs est-il pertinent d'investir individuellement et collectivement pour donner du sens au travail et dans une logique de contribuer à la vitalité de la civilisation européenne? Et enfin, plus pragmatiquement, quels conseils donner aux jeunes Européens à l'heure des choix académiques et à l'heure des choix professionnels? Alors, j'ai l'honneur de donner la parole à 4 invités que je vais nommer et présenter brièvement avant de leur donner la parole. Alors, tout à votre gauche, Axel Girard, qui, au travers de multiples engagements, notamment dans le monde de l'entreprise, de la politique, de l'art, de l'éducation, mène une réflexion complète et pluridisciplinaire sur les questions que nous allons aborder ce soir. Ensuite, Stéphano Vaille, essayiste et avocat, qui signe tout récemment, Stéphano, vous signez l'essai Artificialité intelligente aux éditions de la Nouvelle Librairie, dont vous j'imagine, toucherez quelques mots. Aliénor Cantarel, bienvenue, entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Et enfin, Thierry Lafont, dont la carrière professionnelle s'est déroulée au sein de grands groupes industriels à des postes de direction. Donc vous le comprenez, quatre éclairages différents et complémentaires sur ces métiers. Alors je vais, pour donner un premier cadre à notre discussion, je vais d'abord me tourner vers Stéphano Vaille. Stéphano, vous vous définissez comme futurologue. Alors vous nous expliquerez ce qu'est la futurologie, mais à ce titre, je comprends que vous vous efforcez de faire l'analyse des méga-tendances, des méga-trends, comme vous dites, des évolutions profondes qui affectent la société en général et en particulier l'organisation, les modèles d'organisation de la production. Alors Stéphano, quels sont selon vous les changements les plus significatifs que vous voyez à l'œuvre ou que vous anticipez qui affectent les métiers tels que nous les avons connus, tels que nous les connaissons aujourd'hui? Stéphano. Alors, une première réponse à cette question, c'est que le travail ne disparaîtra pas. Je parle ici de la lutte pour la transformation du monde et de la concurrence des individus, des groupes, des peuples pour l'accès aux ressources rares. Et là, tout cela préexiste à l'hominisation même et donc très vraisemblablement perdurera même dans un contexte tout à fait post-humain. En effet, je crois que les théories utopiques ou bien millénaristes qui prévoient un type de société d'abondance et par contre où les hommes, les êtres humains deviendraient inutiles, négligent de considérer que les désirs, les besoins, la volonté des puissances pourront toujours dépasser n'importe quelle croissance dans la production des biens et des services. Et en revanche, quand on parle de travail aujourd'hui, on fait très souvent référence tout simplement à un contrat d'emploi avec une entreprise capitaliste.
Or, l'hégémonie, même la généralisation de ce type de travail, de ce cadre de vie, a au contraire une date de naissance assez précise. Et comme tout ce qui a une date de naissance aura aussi une date de mort. Et là, bien sûr, l'intelligence artificielle dans ce cadre va jouer un rôle primordial. Qu'est-ce qui sera le plus impacté dans l'avenir immédiat? À mon avis, ce seront les métiers intellectuels de nature essentiellement exécutive qui restent les carrières privilégiées par la petite et la moyenne bourgeoisie européenne. Les comptables, les bureaucrates, les gestionnaires, les juristes, les attachés de presse, les spécialistes de marketing ou de communication existeront peut-être encore, mais ils seront dizaines de fois plus productifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ainsi qu'il ne faudra que moins en moins. Ceux qui prendront la relève, à mon avis, ce sont les métiers liés au développement et à la direction visionnaire de la technologie. Merci Stéphano. Alors vous nous donnez effectivement vous nous faites une description. Je ne sais pas si elle est optimiste ou pessimiste. Elle semble un peu apocalyptique, peut-être à certains yeux. C'est peut-être la description que vous faites d'une autre révolution industrielle, finalement, une énième révolution industrielle où, eh bien, au fond, certains métiers seront ce qu'ont été les maréchaux ferrants à l'époque où les voitures automobiles ont supplanté les chevaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et alors, donc, quels sont les perdants, quels sont les gagnants de cette révolution industrielle selon vous? Bien évidemment, les gagnants à niveau individuel, mais aussi au niveau de communautés populaires, seront ceux qui se démontreront à mesure de chevaucher la tigre et de prendre le contrôle, de diriger les changements plutôt que de les subir. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des formations de l'Institut Iliade s'appelle Chevaucher le tigre. Est-ce que c'est précisément... Oui, je sais bien. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre très connu d'un auteur italien. Et alors... Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet essai que vous signez aux éditions de la Nouvelle Librairie, Artificialité intelligente? Oui, ce livre concerne justement les changements, la transformation qui est l'adoption de l'intelligence artificielle et pas seulement les grands modèles de langage, mais aussi l'automation, la robotique, etc., va entamer dans notre société, dans notre mode de vie, et pourquoi il y a des résistances importantes qui parfois sont des résistances exactement visant à éliminer le risque que certains équilibres de pouvoir qui peut-être nous n'aimons pas forcément beaucoup, ils visent à éliminer les risques que ces équilibres soient remis en discussion. Merci Stéphano. J'aimerais donner la parole à Thierry Lafont maintenant. Thierry, vous avez occupé pendant quelques décennies des postes de direction des ressources humaines, de direction industrielle, dans des groupes internationaux, dans des groupes cotés, dans des groupes familiaux, européens, américains. Donc votre univers, au fond, est celui de l'entreprise, celui de l'industrie manufacturière, peut-être plus spécifiquement. Et donc, en complément de ce premier cadre qui vient d'être posé et de ce qui vient d'être développé, j'aimerais avoir votre vision de ces nouvelles formes de travail, de ces nouveaux métiers. Ça, ce serait peut-être une première partie de questions, mais j'en aurai d'autres ensuite. Merci Antoine, bonsoir à tous. Peut-être très rapidement, quelques éléments sur la situation actuelle pour synthétiser ce que vous vivez tous.
mais qui a évidemment des impacts sur l'ensemble de l'organisation du travail et des nouveaux métiers. Ça a été déjà abordé certainement à plusieurs reprises. C'est l'intelligence artificielle partout et qui va s'accélérer à des degrés que probablement on n'a pas encore la capacité ou voire le courage d'estimer. Deuxième axe, je crois, important et qui bouge aussi beaucoup, c'est une évolution dans beaucoup d'activités du modèle contractuel, ce qu'on appelle un petit peu la gig economy, mais qui n'existait que très très peu en France et qui aujourd'hui devient une réalité. 3 fois plus de freelancers, et je ne parle même pas des autres entrepreneurs, en quelques années. Des constantes restent. La tertiarisation des emplois va se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, il faut se rappeler que nous avons 20 millions d'emplois tertiaires et que ça représente, par rapport aux emplois agricoles, un facteur 40 à 50. Donc je crois que ce sont des éléments importants à prendre en compte, avec aussi des conséquences ou des réalités sociétales importantes. Le vieillissement de nos populations dans pratiquement l'ensemble des continents et clairement l'ensemble des pays européens est une réalité qui va s'accélérer, avec parallèlement la montée plus ou moins contrôlée d'un secteur économique gigantesque qui est le care, donc l'ensemble de l'assistance à la santé, à la vieillesse, à la dépendance, qui va prendre des dimensions économiques et industrielles encore plus importantes que la situation actuelle, donc avec de nouvelles filières, de nouveaux métiers. Un autre élément, je pense, très très important et qui s'accélère actuellement, on le voit en France, on le voit de façon assez impressionnante en Grande-Bretagne, ce sont les montées à la fois de l'absentéisme, des problèmes psychologiques, parfois réels, souvent réels d'ailleurs, et qui vont entraîner une croissance absolument incroyable d'une partie de la population à être en dehors du marché du travail, de façon, je dirais, temporaire ou permanente, ce qui va évidemment entraîner des conséquences importantes en termes de démographie du travail, qui, quelque part, peuvent au moins avoir un intérêt de nous permettre de retarder l'impact gigantesque en termes de productivité et donc d'emploi du développement à la fois de l'intelligence artificielle, mais aussi des phénomènes de désindustrialisation ou de déséconomisation de l'Europe. Donc je crois que c'est aujourd'hui le panorama actuel. Alors je suis navré d'avoir donné des éléments qui sont relativement sombres pour l'instant, mais c'est en tout cas la situation de départ. Le travail demain, donc je vais être beaucoup plus terre à terre que Stéphano, parce que moi, ma vision est vraiment sur du très court terme. J'ai retenu trois axes importants qui existent déjà, qu'on voit déjà et qui vont avoir des conséquences très pratiques. C'est la numérisation du travail qui s'accélère, qui aujourd'hui va toucher l'ensemble des emplois, jusqu'à 100% des process et des composants des emplois. C'est un phénomène de plateformisation des compétences et des talents qui s'étend, qui s'accélère, qui pénètre énormément, je dirais, de métiers. Alors évidemment au départ avec des conséquences échantillonnaires, individuelles, mais qui s'accélère et qui va voir une grande partie des emplois, des employés ou des travailleurs être totalement ou partiellement dégagés de la contrainte contractuelle et d'être dans une situation d'offreur de ressources. Troisième axe, j'y reviens, mais qui, je crois, est au cœur de tous les sujets, et quand on a vécu dans l'industrie, c'est une obsession, c'est la productivité. De productivité biface, productivité générale qui, économiquement, ne semble pas si importante depuis 40 ans que prévu. Donc, il y a un très grand débat, en particulier sur la productivité liée aux nouvelles techniques d'information et de communication, mais productivité réelle, quand on voit dans les secteurs industriels ou les services industriels, l'évolution, je dirais, des organisations de travail et la réalité que aujourd'hui, on a probablement 25 à 40% des emplois qui, en fait, pourraient être supprimés demain matin sans voir
aucun impact réel sur la production. C'est donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, sans attendre le simple effet de la falaise démographique. Dernier point sur le travail, on a beaucoup parlé, on va continuer à parler de l'intelligence artificielle. Une nouvelle intéressante, c'est que on voit quand même que les compétences pointues, les compétences expertes de communication, mais au sens noble du terme, d'expression, vont continuer à pouvoir être valorisées fortement. Et donc ça, c'est un espoir par rapport à une vision un petit peu uniquement robotisée ou numérisée du futur. On s'aperçoit que la prime à la capacité d'animation reste une réalité et probablement plus qu'auparavant. Dernier point sur les nouveaux métiers. Alors là, c'est ma boule de cristal est en panne. Il y a parce que on va évidemment à très court terme avoir beaucoup de métiers qui vont subsister. Ils se transforment, ils diminuent, mais il n'y a pas de bascule immédiate. Quand je dis immédiate, c'est un horizon, je dirais 0,3 ans plus, parce que j'ai du mal à projeter de façon précise au-delà. Je crois un point quand même assez important et qui est une des résultantes de ce qui était dit auparavant et qui va représenter un secteur très important et stratégique pour les pays européens et pour la France. Ce sont tous les métiers, toutes les filières liées à la robotisation. Et là, on parle de secteurs gigantesques, depuis la recherche fondamentale, la recherche et développement, la production de l'ensemble de l'écosystème de la robotisation, le contrôle, la conduite et la maintenance. La réalité, c'est que on s'achemine vers des emplois, liés et soutenant la robotisation sur des millions d'individus en France, des dizaines de millions en Europe. Et ça, c'est complètement souhaitable parce que sinon, ces emplois la production directe sera toujours assurée par des robots, mais en revanche, l'ensemble de la filière ne pourra plus assurer d'emploi en Europe. Donc je crois que c'est un point, s'il y avait un élément sur le sujet de nouveaux métiers qui pourrait être retenu, c'est le sujet de comment avoir des sociétés, des économies qui soient capables d'intégrer et de pouvoir maîtriser complètement, et pas uniquement au niveau fantasmagorique, mais d'un point de vue industriel, la robotisation qui s'accélère. L'Europe est en retard, la France est très en retard, et il faut souhaiter qu'elle puisse rattraper ce retard, car de toute façon, l'avenir est complètement lié à ce point. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci Thierry. Aliénor, j'aimerais qu'on croise les regards. Aliénor, vous avez créé une première société pendant vos études. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise dans le domaine des services informatiques. Vous accompagnez des jeunes pousses, des startups, comme on dit, dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, vous êtes ce qu'on peut appeler un entrepreneur de la tech. Voilà. Et donc, en tant qu'entrepreneur de la tech, nous aimerions avoir votre regard, alors enthousiaste probablement, sur ces évolutions technologiques et sur ces évolutions. Donc, quelle prospective faites-vous de l'évolution des métiers sous l'action de ces évolutions formidables technologiques, et quelles leçons en tirez-vous pour le futur des jeunes Européens? Enthousiaste, je ne suis pas, mais d'une certaine manière, je pense que la question n'est pas là. Les intelligences artificielles, maintenant, c'est un donné et il faut faire avec. Et d'une certaine manière, effectivement, je pense qu'il y a des éléments très positifs à en tirer. Si on fait le constat, notamment dans le tertiaire, finalement, la technique, les automatisations, ça n'a pas du tout libéré l'être humain. Dans son travail, on voit une explosion des burn-out, des reconversions, souvent les gens sortis de grandes écoles qui vont finalement vers des métiers beaucoup plus concrets. Et on parle souvent de perte de sens au travail. Et en fait, là-dedans, c'est un peu le prolongement de la logique finalement du XXe siècle fordiste où on a standardisé, segmenté le travail, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de vision globale. Donc, il y a le concept aussi des bullshit jobs qui est venu se mettre là-dessus. C'est vraiment, on ne voit finalement qu'une partie et donc on n'a pas de sens à son travail. Et en fait, paradoxalement, je pense que l'IA va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale
et donc d'avoir un sentiment à la fois d'accomplissement et d'impact sur le monde plus fort. En fait, je pense qu'il y a deux grands axes. D'abord sur la partie, on va avoir un monde où on est entouré d'assistants plus experts que ce qu'on a. Et là, je rejoins ce que vous disiez, Stéphano, sur le fait qu'il y aura beaucoup moins de besoin de comptables, d'experts, de juristes. Ça, en fait, les IA, c'est presque déjà le cas. Aux États-Unis, par exemple, le diplôme de médecine, on teste une IA, c'est qu'elle a 90% de réussite contre 70% en moyenne par des humains. Et ça va s'accélérer de plus en plus vite. Bientôt, l'IA, elle sera capable de passer la grègue. Et en fait, elle vient remplacer toute une partie rationnelle, analytique. Et donc, même si c'est pas encore abouti à moyen terme, l'IA sera meilleure que nous, surtout d'une partie rationnelle, justement. Et donc, en fait, je pense que de là, ça va nous forcer à se poser la question de qu'est-ce qui fait de nous le propre d'être humain et comment est-ce que, dans les entreprises, comment garder une utilité. Donc, il y a la partie, un premier point, je pense que c'est le côté, on va plus devenir des architectes que des exécutants. Dans le sens où on pourra jongler avec nos différents experts, toujours dans le milieu un peu du tertiaire, mais aujourd'hui on est très segmenté, la direction financière, le produit, le marketing, et en fait vous pourrez avoir votre propre expert finalement dans chacun de ces domaines. Et la vraie intelligence sera plutôt de savoir comment architecturer tout ça, avoir une vision et l'incarner pour faire avancer une société. Donc il y a le côté, je pense, architecte. On le voit déjà dans le développement. Aujourd'hui, les développeurs vont coder de moins en moins et plutôt penser l'architecture des systèmes. Et ça, je pense que ce sera dans tous les domaines un peu ce qui viendra petit à petit. Et le deuxième aspect, je pense, c'est plus sur la partie créateur, où en fait, donc l'IA, elle vient remplacer la partie rationnelle. Mais en fait, on est beaucoup plus que ça. Nous, on a une pensée incarnée. Il ne faut pas comprendre le langage. C'est pas parce que l'IA parle qu'elle pense et qu'elle est incarnée, donc elle n'est pas capable de ressentir. Et souvent, on dit, on a 3 cerveaux. Il y a le rationnel, le cœur et les intestins, qui sont là que se passent aussi les décisions et la création qui s'ancre aussi là-dedans. Et d'une certaine manière, je crois que il y aura un peu d'un côté les architectes, d'un côté les créateurs qui vont être capables de, là où l'IA ne pourra pas nous concurrencer, c'est justement créer à partir de cette incarnation, d'une certaine manière. Voilà, donc ça, c'est un peu deux des multiples aspects d'évolution du travail. Et sur la question pour des jeunes concrètement, bien sûr, il y a la partie créateur. Et d'ailleurs, je pense que là, sur la partie, c'est juste un aspect, mais aujourd'hui, on voit que la création de contenu, les médias, le système s'est un peu inversé. La question, c'était aussi pour les Européens, on peut dire, notre combat civilisationnel. Et je pense qu'il est très important de prendre la place dans le monde médiatique, technologique et de contenu, création de contenu, par rapport à notre vision du monde, et aussi parce que les IA se nourrissent de la quantité. Et donc, ce qui est sur Internet, finalement, plus on met des choses du beau ou des choses qui correspondent à notre univers, plus on nourrira un peu l'ensemble vers notre vision du monde. La partie création, bien sûr, le travail manuel, ça qui, sur le côté sentiment d'accomplissement, à la fois il y a le côté vision globale, là c'était plus sur les métiers dits intellectuels, mais aussi, ça je pense déjà il y aura toujours du travail. L'expression de Mathieu Crawford qui est « on ne plante pas un clou sur Internet », mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de revaloriser aussi ces métiers-là qui sont assez mal vus en France. En Suisse, par exemple, c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus courant de faire des ponts entre différents métiers et faire des métiers manuels. Il y aura toujours besoin de couvreurs, de plombiers, en tout cas pendant encore un bon moment. Et je pense qu'il y a une vraie valeur à ça. Et en termes d'accomplissement, on voit tout de suite l'impact de ce qu'on fait. Et ça, c'est bien pour l'accomplissement. Et troisième point, dans les métiers qui resteront sur la partie intellectuelle, là, on revient à la notion d'excellence. Parce qu'en fait, les IA, c'est la moyennisation, on va dire, d'un peu de tout ce qui existe. Donc les spécialistes moyens, les consultants moyens,
tout ça, effectivement, je pense que ce sera remplacé. En revanche, il y aura toujours de la place, bien sûr, pour les personnes absolument excellentes. Et je pense que ce qui est important, c'est de cultiver ça pour être effectivement les meilleurs là-dedans et ne pas se faire dominer, mais bien utiliser la machine. Voilà. Merci. Alors, Axel Girard, maintenant, j'aimerais vous donner la parole. Vous allez parler à plusieurs titres parce que vous avez étudié les lettres, vous avez étudié la musique, l'administration publique. Vous cumulez des expériences dans le privé, dans les collectivités publiques, dans des cabinets, à l'Élysée, dans l'associatif, dans l'éducation. Donc vous pouvez parler effectivement à plusieurs titres. Donc j'aimerais savoir quel regard vous portez à cette question des métiers d'avenir pour les Européens. Vaste question. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Alors, moi, ce que je crois, de par mes expériences, si je me fonde un peu sur la variété des expériences qui ont été les miennes, c'est que lorsqu'on ne sait pas exactement de quoi l'avenir est fait, ce qui est le cas, on a coutume de dire très souvent qu'on ne sait pas finalement quels seront les métiers qu'exerceront nos enfants en 2050 et même avant et au-delà. Je pense qu'il faut se préparer. Et je pense qu'à ce titre, l'éducation et la formation sont des piliers qui sont absolument indispensables et qu'il faut enrichir, surtout pour nous en France. Il faut repenser les dispositifs. Mais enfin, la première chose à dire, c'est qu'il faut avant tout se former, se préparer. Pour beaucoup de métiers, aujourd'hui, on s'aperçoit que 80% des connaissances qui sont acquises pour exercer un métier s'érodent au fil du temps et s'érodent de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent un travail et très vite ils s'aperçoivent que finalement ils ont besoin de se rattraper un peu, d'actualiser leurs connaissances de façon systématique. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des dispositifs d'apprentissage qui permettent systématiquement, régulièrement d'actualiser les connaissances. En France, on a une politique de la formation professionnelle et de la formation continue de manière générale qui est assez déficiente. Voilà, on est d'accord. C'est vraiment des dispositifs, en fait, surtout qui sont, comme très souvent en France, des dispositifs extraordinairement centralisés, où c'est vraiment l'administration centrale qui décide. Et finalement, en région, dans les territoires, il n'y a que des déclinaisons. Mais il n'y a pas d'impulsion à partir des territoires. Et c'est extrêmement dommage. Je pense aussi qu'il faut se préparer à se former beaucoup de manière dématérialisée, en ligne, à l'aide de toutes les ressources qui existent. Et ça implique plusieurs choses. Déjà, dans la formation initiale, ça implique un effort de formation des professeurs, des enseignants, à ce qu'on appelle, alors j'aime pas beaucoup ce mot, mais apparemment, il existe vraiment la littératie numérique. Vous me dites si je dis une horreur, mais quelque chose d'affreux, non? Non, ça va, ça passe. Donc, je pense que voilà, il faut absolument former les professeurs, former les enfants, ne pas avoir de réflexe de peur en fait à l'égard du numérique. Demain, on en parlait un petit peu plus tôt, il y aura énormément de demandes pour les métiers qui tournent autour de l'informatique. C'est une évidence. J'ai appris en préparant cette intervention un mot que je ne connaissais pas. C'est non pas la robotique, mais la sobotique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une forme de robotisation un peu particulière qui comprend en fait l'une des composantes, c'est des chromosomes, si j'ai bien compris. Et à côté de ça, du codage. Donc peut-être, Aliénor, vous y connaissez beaucoup mieux que moi là-dedans, mais en tout cas, ça a l'air assez spécial. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas prêts en France pour cette révolution qui vient. Il faut absolument mieux former nos jeunes. Et la première chose, finalement, avant même de parler de dispositifs de formation, de besoins de formation, c'est la curiosité. Je pense qu'il faut absolument éveiller la curiosité des enfants, que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut avoir une vision, notamment de la formation initiale, qui soit une vision un peu holistique.
Aujourd'hui, on sait bien à quoi ressemble la société française, bien qu'elle est composite. On ne peut pas, si vous voulez, on peut pas éduquer des gens à devenir des Français, ni même nos enfants. On ne peut pas se passer d'une vision un peu holistique des choses. On ne peut pas, si vous voulez, en France, c'est pas imaginable qu'on ne sache pas comment est une église, par exemple, qu'on ne sache pas où est la nef, qu'on ne sache pas où est l'autel. Si on n'a pas ces repères-là, je ne vois pas comment on peut comprendre l'iconographie. Je ne vois pas comment on peut apprécier l'art. C'est des petites choses comme ça. Effectivement, vous avez très gentiment rappelé que j'avais travaillé dans pas mal de secteurs, notamment le secteur éducatif. Et je suis très intéressée par les expériences pédagogiques qui viennent du nord de l'Europe, et notamment ce qu'on appelle la classe dehors. Alors ça paraît un peu bizarre de parler de ça maintenant, mais mine de rien, c'est quelque chose qui éveille énormément la curiosité, qui aussi permet de rappeler le lien fondamental à la nature, le lien fondamental à la terre, à l'enracinement. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental, a fortiori dans le monde qui vient, qui effectivement va être un monde peut-être avec nos regards à nous proche de la déshumanisation, je ne sais pas, mais en tout cas qui risque parfois de tomber dans cet écueil. Et je crois qu'il est fondamental, effectivement, voilà, à tous les niveaux, de pouvoir éveiller un petit peu cette curiosité. J'ai aussi, en préparant la table ronde, découvert quelque chose qui m'a profondément choquée. Figurez-vous qu'en France, le pourcentage de personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur est très faible. Il est plus faible, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, il ne faut pas hésiter à me le dire. Il est plus faible notamment qu'en Hongrie, chez nos amis hongrois. C'est quand même impressionnant. Je pense qu'il y a aussi un effort aussi de revalorisation du savoir et à mener sur le long terme. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Vous pouvez m'en poser une autre si vous voulez. Merci. Je vais essayer de vous poser une question à tous les quatre, à la cantonade. Et puis le premier qui dégainera le micro aura la parole. Et qui est peut-être une question difficile, mais enfin en tout cas je serais bien en peine d'y répondre. Le sujet de cette table ronde, c'est quel métier d'avenir pour les Européens. Et donc j'aimerais comprendre, à votre avis, quelle réponse spécifiquement européenne on peut faire à cette question. Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement européen dans la réponse qu'on peut faire à cette question? Comment se saisir de ces nouveaux métiers d'avenir en européen? C'est à vous, là. On peut reprendre le même tour, et je vais être très bref. Et je reprendrai un mot archéofuturiste de mon vieil ami Guillaume Faye, qui se révèle, à mon avis, très prophétique aujourd'hui. Et il y a 40 ans, Guillaume Faye disait que l'avenir appartiendra aux poètes et aux ingénieurs. Façon très pragmatique pour les Européens et pour les jeunes Européens, c'est entre autres à court terme de travailler, de se développer, de produire dans les secteurs où l'Europe a encore une certaine valeur ajoutée et encore une certaine force. Et souvent d'ailleurs ce sont des secteurs où la France aussi a une certaine force. Donc je pense à l'aéronautique, à la défense, à l'énergie, au nucléaire, aux industries extractives et à l'agriculture moderne. Car ce sont les secteurs où et l'Europe et la France ont encore un certain poids, une capacité de défense au sens large du terme et de pouvoir de créer un nouvel avenir. Je rejoins effectivement le côté création, en fait. Ce qui fait de nous des Européens, c'est de créer. En fait, on est au moment où la question se pose de créer l'avenir. Et qu'est-ce que c'est donc qu'être Européen déjà, ce qui est très important de s'ancrer, en fait, de savoir que ce soit en termes de civilisation, de religion, spiritualité dans les arts. Et en fait, pour créer l'avenir, comprendre d'où l'on vient devient d'autant plus essentiel pour
effectivement dessiner ce futur qui est extrêmement incertain. Mais voilà, c'est cet ancrage pour créer. C'est un peu flou, mais... En préparant encore une fois cette table ronde, j'ai découvert une chose que j'ignorais complètement, qui est que dans quelques décennies, peut-être que nous mangerons tous de la poudre à la place des repas que nous préparons ou qui sont préparés pour nous. Et je me suis dit, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, qu'effectivement il y avait urgence aussi à sauver les arts de la table, la gastronomie française. Non, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et donc voilà, bon appétit. Enfin, pour s'efforcer de clôturer d'une certaine manière dans les 5-10 dernières minutes qui viennent cette table ronde, j'aimerais que nous fassions l'effort d'être les plus pragmatiques et prosaïques possibles. On a dans cette salle, on a autour de nous et on a qui nous écoutent des jeunes gens qui sont à l'heure des choix, qui ont 16, 18, 20, 22 ans peut-être, et qui doivent choisir une orientation académique, une orientation professionnelle, qui doivent choisir une voie, un métier, si ce terme aura encore du sens dans les décennies qui viennent, un secteur peut-être dans lequel s'orienter. Donc en une phrase, en 10 phrases, hein, vous avez la parole. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Européens qui nous écoutent? Quel conseil leur donneriez-vous pour à la fois donner du sens individuel à leur engagement académique et professionnel, et aussi du sens collectif, politique, civilisationnel? Voilà. Alors, Stéphano, peut-être, on reprend l'ordre initial. J'ai déjà dit ce que serait, mon avis, un jeune homme, pas un jeune homme, disons un enfant aujourd'hui, mais un autre avis plus spécifique serait surtout de ne pas regarder le scénario, la situation existante comme permanente, mais plutôt de suivre sa propre vocation et de voir son développement personnel comme la première étape pour le développement professionnel. Thierry? D'abord, je dirais à ce groupe de jeunes, dont ceux qui sont là dans cet espace, soyez ambitieux. Votre réussite professionnelle aidera au bien commun. Réussir une carrière professionnelle n'est pas tabou. Deuxième chose, je crois qu'à 15 ans, faites des maths, passionnez-vous pour l'histoire et continuez à écrire à la main. À 18 ans, suivez une formation sélective et qualitative. Meilleur ouvrier de France, compagnon du Tour de France, Langso, Polytechnique. Toujours dans la sélection et la qualité. À 25 ans, ou à 22 ans peut-être pour certains, prenez une responsabilité opérationnelle. Chef de projet, responsable de production, artisan entrepreneur. C'est comme ça que vous pourrez, je pense, à la fois construire votre développement personnel et travailler au bien commun. Merci. Alors, Aliénor, à vous. Alors, je pense que c'est valable pour quelles que soient les branches dans lesquelles on travaille. Face toujours aux IA, le propre d'être humain, c'est faire des choix ancrés. Et donc, je pense que développer son intuition, l'intelligence émotionnelle, faire des liens, c'est en fait des qualités qui, quoi qu'il arrive, sont absolument essentielles pour continuer de faire, ne serait-ce que de faire société en tant qu'Européens. Et je pense qu'effectivement, la curiosité, la capacité d'adaptation seront absolument essentielles. Donc, plutôt qu'une branche, on sera probablement chacun amené à bouger de branche, d'ailleurs, dans notre carrière, c'est déjà suivez votre premier élan, essayez,
Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire, je sais toujours pas. Et en fait, voilà, à un moment, faut y aller, prendre une voie, apprendre et être juste capable de effectivement s'adapter. Et un élément important, je pense, qui est vraiment quand même de cultiver une indépendance finalement aux technologies, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne, parce que sinon on risque vraiment encore d'en devenir esclave. Donc il y a cet aspect qui est important aussi. Voilà. Axel Girard, vous avez la lourde responsabilité du mot de la fin. Nous écoutons. Alors moi, c'est très difficile parce que justement, j'ai choisi de ne pas choisir. Donc j'ai choisi de faire plusieurs choses, d'avoir plusieurs expériences professionnelles, parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des talents et j'ai cherché à les développer. J'ai refusé la spécialisation. Donc je conseille la même chose à tout le monde. Voilà. Merci, je pense qu'on peut encore les applaudir pour cette table ronde de prospective. Il y a encore beaucoup de pistes à explorer, à creuser. Merci à Antoine de l'avoir préparé, animé. Merci beaucoup.